Ségolène Royal ou l'histoire d'une popularité qui dérange. En tête des présidentiables socialistes, elle est restée silencieuse au Congrès du Mans. Pourra-t-elle s'imposer aux éléphants du PS? Reportage en coulisses dans ce 7 à 8. La malédiction d'Otzi, l'homme des glaces. Depuis la découverte il y a 14 ans d'un corps momifié datant de la préhistoire, le Tyrol s'interroge. 8 personnes ayant approché la momie sont mortes. Enquête sur une énigme qui remonte à l'âge de bronze. Alerte au bébé secoué. Un simple geste d'énervement peut avoir des conséquences irréversibles pour les plus petits. Médecins et parents se mobilisent. Reportage à l'hôpital Necker à Paris. Et puis c'est un portrait de la semaine exceptionnelle que nous vous proposons ce soir. Michael Blanc dans sa prison de Bali. 5 ans après sa condamnation pour un trafic de drogue qu'il a toujours nié, il lance un appel à l'aide aux autorités françaises. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 7 à 8 et merci de votre fidélité car c'est ce soir la 200e de l'émission et nous allons comme chaque dimanche depuis le mois de septembre 2000 vous raconter l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui sont au cœur de l'actualité. Et justement à l'occasion de ce 200e numéro, nous avons décidé de retrouver l'un des personnages emblématiques de 7 à 8. Michael Blanc, enfermé à Bali pour un trafic de drogue qu'il a toujours nié. Nous avions filmé son procès il y a 5 ans, nous ne l'oublions pas et nous sommes retournés le voir dans sa prison. Mais d'abord, comme chaque dimanche, on commence par l'actualité de la semaine avec l'histoire d'une femme qui tente de s'imposer dans un monde d'hommes. Cette femme, c'est Ségolène Royal, vedette médiatique du Congrès socialiste au Mans le week-end dernier, mais vedette silencieuse puisqu'elle avait décidé de rester politiquement en retrait, laissant son compagnon François Hollande jouer les premiers rôles et se réconcilier avec ses concurrents Fabius, Emmanuelli et Peillon. Ségolène Royal qui a donc choisi 7 à 8 pour se livrer, c'est l'histoire d'une ambition présidentielle qui se heurte au machisme du milieu politique. Ses opposants en région Poitou-Charentes, qu'elle préside depuis mars 2004, la traitent de Robespierre en jupon. Certains éléphants du PS accueillent même sa possible candidature pour 2007 parce qu'elle appelle des blagues de caserne. On lui a reproché d'avoir trop médiatisé sa vie privée, notamment la naissance de sa petite dernière. À chaque fois, Ségolène Royal y voit l'expression du sexisme ambiant et des réflexions qu'un homme politique n'aurait pas eu à subir. Pour en savoir plus sur sa personnalité, nous avons décidé de la suivre pendant 10 jours. On découvre une mère de 4 enfants qui fait des valeurs morales et familiales le socle de son engagement. Une présidente à poigne, plus à l'aise dans son fief Poitevin qu'au PS où elle doit s'effacer derrière le premier secrétaire. Un couple singulier aussi, Hollande et Royal, qui devront bien un jour trancher la question d'une ambition présidentielle commune et donc concurrente. Ségolène et les éléphants, c'est un reportage de Loïc Bérou et de François Lescalier. Le conseil régional du Poitou-Charentes, nous sommes ici dans le bastion de Ségolène Royal. Ça va Benoît? Les cow-boys? Et peut-être aussi ce qu'elle aimerait être un tremplin pour d'autres ambitions. C'est son manteau. Ça va Blanca? Bonjour. Vous pouvez entrer, hein. Ça vous ennuie pas s'il y a un peu de caméra, non? Absolument pas. Bon. Ici, Madame la Présidente tient fermement les rênes avec un style très personnel. Ça va Jean-Luc? Oui, c'est vrai, on s'est vu au téléphone. Bon. Oui. Pourquoi 1 million de photocopies par an? Quel est le coût alors de cette revue de presse annuelle? J'avais demandé une enquête sur combien de personnes lisaient la revue de presse, combien de temps elles y consacraient. Ça n'a pas été fait, ça. Et pourquoi ça n'a pas été fait? Non, pourquoi ça n'a pas été fait, donc ça? J'ai demandé, est-ce que vous saviez que je l'avais demandé? Mais si, j'ai demandé à plusieurs réunions, j'ai dit mais si. Et vous n'avez pas posé la question de savoir, mais puisque la présidente a dit qu'on allait dématérialiser, on repart plein pot sur 5 ans avec 30 millions de copies. Ça vous a pas posé question, ça? Non, mais vous faites ce qui est utile de faire. On va finir avec la gadget tous azimuts. Non. Bon. Oui. Quand elle a le pouvoir, Ségolène Royal le partage peu, ce qui lui vaut quelques critiques. Quand une femme fait preuve d'autorité, on qualifie ça immédiatement d'agressivité. Mais je pense qu'il faut tenir bon, être au clair avec ce que l'on fait. Et à ce moment-là, on finit par se faire respecter. Et moi, je crois que j'ai réussi à finir par me faire respecter. Entre deux rendez-vous, Madame la Présidente découvre l'édition régionale d'un hebdo parisien où ses opposants, entre autres amabilités, la traitent de Robespierre en jupon. Si l'opposition n'a que ça à faire comme critique, ça va pas très loin. Parce qu'elle ne peut pas critiquer des actions qui sont bonnes. Elle attaque sur des choses personnelles ou qui ont un pseudo-caractère. C'est assez dérisoire finalement.
28 mars 2004, une date clé dans l'ascension de la députée des Deux-Sèvres qui enlève à la droite la région Poitou-Charentes. Présidente de la République. Elle devient le symbole d'une déroute nationale pour le gouvernement Raffarin. Depuis 18 mois, Ségolène Royal veut imposer sa marque sur tous les fronts. Elle inaugure ici à Niort une série de concerts dans les lycées de la région. L'orchestre de Poitou-Charentes jouera ce soir dans l'atelier de mécanique d'un lycée professionnel. Alors ça vous a plu? Ah oui, ça va. Ça va? Ça vous a plu? Ouais. Oui. Ouais. Vous aimez c'est la première fois que vous écoutez de la musique classique ou... Ah non. Pendant un concert, comme ça, ouais. En concert, ouais. Ça vous a surpris? Ça vous a surpris? Ouais. Ouais. Par contre, pour faire notre musique à nous. Franchement, ça m'a plutôt ennuyé. Non mais c'est pour connaître autre chose. Oui. C'est parce que C'est intéressant. ça vous a intéressé, mais la prochaine fois on fera de la musique à vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir et bravo. Hein. C'est bien, on va mettre tout ça sur le site de la... Les adieux sont un peu précipités. Le train de 18h41 pour Paris n'attend pas. À 52 ans, Ségolène Royal est une femme pressée. 2 TGV plus tard, nous la retrouvons le lendemain au Mans, dans le bureau du maire où François Hollande prépare l'ouverture du congrès du PS. La dame de fer du Poitou-Charentes se mue presque instantanément en compagne attentive du premier secrétaire. Ici, c'est lui qui tient le premier rôle. Regardez, hein. Tu bois un café, non? C'est pour se détendre, hein, tout simplement, on peut faire, non? Ils sont pas bien classiques quand même. Il y a un micro. François ne se mêle pas de la région, moi je ne me mêle pas de la façon dont il dirige le PS, mais en tant que militante, qu'élue, responsable, que présidente de région, au même titre que d'autres personnes qui l'entourent, je donne un peu mon avis, la façon dont, comme il vient de le dire, dont je sens les choses. Vous allez vous serrer les coudes dans les heures qui viennent? Ça va être des heures difficiles. On s'est toujours serré les coudes. Enfin, Spontanément. Il y a des moments joyeux aussi, on Oui. s'ouvre les bras à ce moment-là. C'est un plaisir aussi de faire de la politique ensemble, parce qu'on partage la même passion. ouais. Partage on a des choix. suffisamment le sens de l'humour aussi pour avoir du recul par rapport aux choses. Puis en même temps, l'engagement avec le sérieux qui convient. Ouais, on partage des choix, ouais. Aussi. Il y a des échelles parfois. Le roman de Ségolène et François commence en 1979 à l'ENA, promotion Voltaire. Elle est jolie, il la fait rire. Militants socialistes, ils sont embauchés presque à leur sortie de l'école, en tandem, comme conseillers à l'Élysée dans l'équipe de Jacques Attali. Avec la vague rose qui suit la réélection de François Mitterrand en 1988, ils font tous les deux leur entrée à l'Assemblée nationale. Ils ont alors 34 ans, 3 enfants, et font déjà figure de couple modèle et moderne. François l'a su en premier. Moi, j'ai eu du suspense un peu plus longtemps car le score était serré. Et puis ensuite, donc la bonne nouvelle est tombée et ça a été une grande joie, mais aussi une certaine angoisse sur l'organisation de notre vie privée. Il a fallu à un moment tout abandonner, et confier les enfants aux grands-parents, partir en campagne électorale. Et en même temps, je suis très heureuse d'avoir fait ce choix parce qu'aujourd'hui, si avec François on est toujours ensemble, c'est parce qu'on a partagé aussi tout cela. Premier scrutin, première victoire, François Mitterrand, qui l'avait parachuté dans les Deux-Sèvres sans trop y croire, est impressionné. Il apprécie la pugnacité de cette jeune femme issue d'une famille modeste et très catholique des Vosges. Elle sera 3 fois ministre. Donc d'une certaine façon, on se ressemblait avec cette identité à la fois rurale et puis en même temps cette audace, quoi. Il me disait, la chance passe, il faut la saisir. Et puis même si vous échouez, il faut recommencer. Ségolène inaugure aussi une nouvelle façon de faire de la politique, offrant à la France tout entière la naissance de la petite dernière, Flora, en 1992. Ses détracteurs crient à la mise en scène. On me l'a reproché, mais lorsque les hommes posent avec leurs enfants, on leur a jamais reproché. Moi, j'ai mis mes enfants au monde, j'en suis fière. C'est ma plus belle œuvre.
Et pendant très longtemps, les femmes de pouvoir ont dû cacher leur maternité ou faire comme si elles étaient des hommes. Et moi, j'ai voulu revendiquer le fait d'être une mère, le fait d'être une femme, le fait de vivre en couple et le fait d'être aussi une femme de pouvoir et qui avait envie d'exercer des responsabilités. En plus, ce bébé est magnifique. On aura pu le mesurer dans l'enceinte du parc des expositions du Mans. Ségolène Royal est restée l'enfant chéri des médias. Son arrivée au Congrès est à peine moins remarquée que celle du premier secrétaire. Il est vrai que Madame Royal est au firmament des sondages. Elle fait parfois mine d'en être embarrassée. Donc je veux pas qu'il y ait une instrumentalisation pour le Congrès d'une petite phrase sur la présidentielle. Parce que même quand je fais une émission d'1h30, je parle une demi-seconde sur la présidentielle. C'est la seule des fois que je fais ça. Car les ambitions affichées de la députée des Deux-Sèvres et les unes répétées de la presse ne lui valent pas que des amis chez les camarades. J'aime bien sa personnalité, mais je pense que le phénomène qui existe autour d'elle actuellement, c'est un phénomène qui existe traditionnellement quand il y a un affaiblissement du politique. Et ce que je conteste fondamentalement, c'est que la politique se réduise à l'image, c'est-à-dire à l'immédiateté, à cette espèce de déclaration de 10 secondes qui passe dans un journal télévisé, à cette photo dans Paris Match, à cette absolue volonté de chez un certain nombre de responsables politiques d'être populaire à tout prix. Ségolène, ce n'est pas que la République des paillettes. Les paillettes, c'est toujours de l'éphémère. On ne tient pas 20 ans. On peut gagner une bataille, on peut apparaître, on peut faire la une fois, 2 fois, mais on ne peut pas tenir 20 ans. Si on dure 20 ans, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et derrière Ségolène, il y a un moteur. Il y a des combats, il y a des engagements, il y a une volonté, il y a une ténacité. Ségolène Royal n'ira pas à la tribune. Depuis sa chaise de déléguée des Deux-Sèvres, elle assistera sagement au débat sans y prendre part. Quant à la floraison des candidats ou des candidates, nous verrons le moment venu. Et je suis sûr qu'il y en aura moins, ça se décante ces affaires-là. Eh bien, à un moment, c'est vous qui choisirez. Merci pour le congrès. Comment vous l'avez trouvé? Excellent, excellent. Et le mérite en plus. Il le mérite ça. Oui, c'était très bien. Ségolène Royal pourtant n'est pas à son aise dans ce rôle de spectatrice, même quand le spectacle est orchestré par son compagnon. Un discours comme ça, c'est pas lui, le candidat naturel du Parti socialiste. Et pourquoi pas? Il n'a jamais été exclu d'ailleurs que ce soit lui. Et un homme ou une femme peuvent porter vos espérances? Ce sera un homme? Oui. Deux trajectoires parallèles qui pourraient bien entrer en collision quand en novembre 2006, le Parti socialiste désignera son candidat à la présidentielle. En attendant, Ségolène Royal veut prendre de l'étoffe, sortir des sujets de société sur lesquels elle a bâti son image, conjuguer homme d'État au féminin. Il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle. Il y a des hommes et des femmes d'expérience, il y a des hommes et des femmes qui savent mener une campagne, il y a des hommes et des femmes qui savent gouverner, d'autres qui savent agir. Et c'est vrai qu'il faut prouver tout cela pour avoir l'immense honneur d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est vrai. Vous l'envisagez sérieusement? Oui. Au même titre que d'autres, c'est-à-dire c'est celui ou celle qui sera le mieux placé. Dans cette course à la candidature, Ségolène Royal ne manque ni d'aplomb ni d'endurance. Mais convaincre les militants qu'elle est bien la candidate idéale ne sera pas une tâche facile. C'est bon, on a tout le monde? C'est bon. Et parmi les livres consacrés au couple Hollande-Royal, Madame Royal de Daniel Bernard, publié chez Jacob Duvernay, et puis celui de notre confrère de TF1, François Bachy, centré autour de l'énigme François Hollande, et publié chez Plomb. C'est l'histoire d'une malédiction, un mystère venu du fond des temps, une hécatombe qui trouve peut-être son explication il y a 5300 ans, l'âge de bronze. C'est l'histoire de l'homme des glaces, découvert dans le Tyrol en 1991 par un couple de randonneurs. Celui qu'on en a très vite surnommé Otzi était particulièrement bien conservé et l'étude de sa momie a permis de dresser son portrait. Peut-être un chaman doué de pouvoirs médicinaux, mort dans ces montagnes après s'être battu contre ses congénères de la préhistoire. Et l'histoire aurait pu rester celle d'une belle découverte scientifique si une série de morts suspectes n'était venue assombrir le tableau. Depuis 1991, en effet, pas moins de 8 personnes ayant approché la momie ont disparu dans des conditions parfois étonnantes. Dernier en date, au mois d'octobre, l'archéologue australien ayant prouvé qu'Otzi avait été assassiné
Il meurt sans que la police ne puisse expliquer les causes de son décès. Alors faut-il croire à la malédiction de l'homme des glaces? Pour le savoir, nous sommes partis en Autriche et en Italie, dans ce Tyrol qui a fait d'Ötzi un argument touristique et qui lui a même consacré un musée à Bolzano. Nous avons retrouvé les proches de deux des victimes supposées, un archéologue et un journaliste. Nous avons aussi retrouvé le conservateur du musée. Il manipule la momie une fois par mois dans son caisson blindé et réfrigéré. Il ne croit pas à la macabre loi des séries et dit en rigolant qu'il est le prochain sur la liste. La colère de l'homme des glaces, c'est un reportage de Jean-Pierre Montanet et de David Geoffrion. Kitzbühel, un petit coin de montagne très chic, réservé aux people et aux gothamondains. Un décor de brume et de glace, propice aux mystères et aux légendes modernes, comme cette sombre histoire de momie Ötzi et de sa malédiction. À 69 ans, Joseph Holzl est le descendant d'une des plus anciennes familles du village. Avant la retraite, il était boulanger. Joseph a perdu un fils, Rainer, mort le 1er juin 2004. Une disparition qui le tourmente encore. C'est sûr que je me pose la question. Peut-être qu'il serait encore là s'il n'était pas monté là-haut chez Ötzi. Je me dis qu'il est quand même possible qu'il y ait une malédiction avec Ötzi et que Rainer en a été la victime. C'est clair qu'on a des doutes. 8 mois après ses premiers vertiges et malgré une opération, Rainer est emporté par une tumeur au cerveau. Il avait 42 ans. Après avoir commencé sa carrière comme policier, Rainer est devenu journaliste, grand reporter à la télévision, une petite vedette en Autriche, ce qui lui a valu un hommage appuyé le jour de sa disparition. Un des reporters les plus connus de l'ORF Tyrol est mort. Pendant 15 ans, Rainer a réalisé des reportages vus dans le monde entier. Rappelez-vous, celui sur la découverte de la momie Ötzi. Ötzi, la célèbre momie du Tyrol, le scoop de Rainer Holzl. 4 jours après la découverte, le 19 septembre 91, par des randonneurs, d'un cadavre prisonnier des glaces, Rainer est le premier journaliste à se rendre en hélicoptère sur les lieux, à 3200 mètres d'altitude. Images historiques, elles feront le tour du monde. Rainer est arrivé avec une équipe de scientifiques. Au début, on pense qu'il s'agit du cadavre d'un alpiniste. Sans ménagement, ils vont dégager le corps de la glace pour le rapatrier dans la vallée. Après examen, le cadavre va parler. La découverte est en fait extraordinaire pour la science. Il s'agit d'un homme mort il y a 5300 ans, à l'âge de pierre. Momifié par le froid, le corps est resté intact, le regard encore perçant. L'examen de son estomac donne une indication sur son régime alimentaire. Des graines de céréales et de la viande de bouquetin. Grâce aux radios et aux analyses, les scientifiques ont reconstitué Ötzi. Il portait des vêtements en cuir, des chaussures et une hache, signe extérieur de richesse. Son corps est tatoué, des tatouages médicaux. Il occupait sans doute un rang élevé dans la société à l'époque. Il s'agissait peut-être d'un religieux. Certains historiens et archéologues pensent que c'était à l'époque un chaman. Et nous savons que les chamans ont des pouvoirs surnaturels. Un statut social enviable et beaucoup d'ennemis. C'est du moins la conclusion à laquelle sont arrivés les scientifiques pour expliquer les circonstances de sa mort. Ötzi a été assassiné. Avec cette représentation, on essaie d'expliquer les derniers instants de l'homme de glace. C'est une hypothèse très vraisemblable. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été touché par une flèche. D'ailleurs, un bout de cette flèche est toujours planté dans son épaule. Et tous les examens ont montré qu'il avait succombé à ses blessures. Dernière découverte en date, celle du docteur Tom Loy, 63 ans, biologiste américain installé en Australie. On a découvert des traces de sang humain sur l'une de ses flèches, sur ses vêtements et aussi sur la lame de son couteau. Grâce à l'ADN, Loy a identifié des traces de sang de 4 personnes différentes. Ötzi était peut-être lui-même un criminel ou un guerrier engagé dans une lutte sans merci contre une bande rivale. Le docteur Loy était sur le point de publier ses travaux
Mais il est mort brutalement mi-octobre, terrassé par une étrange maladie du sang. Série noire pour Ötzi. Y a-t-il une malédiction de l'homme de glace? Une vengeance de la momie contre ceux qui ont osé profaner son tombeau de glace 53 siècles plus tard? Tom Loy, la 8e victime, rejoint donc Rainer Holzel, le journaliste. Helmut Simon, avec Erika, son épouse, ce randonneur allemand est le découvreur d'Ötzi, le premier à l'avoir touché. Il est mort l'an dernier au fond d'une crevasse. Dieter Warnecke, le sauveteur, parti en vain à sa recherche, crise cardiaque, il était pourtant en pleine forme. Rainer Henne, médecin légiste, le premier à l'avoir examiné sans précaution sur le glacier. Mort dans un accident de voiture, il allait donner une conférence, justement sur Ötzi. Mort aussi Kurt Fritz, son guide de haute montagne qui l'avait accompagné au sommet, emporté par une avalanche. Le professeur Tiefenbrunner, mort en janvier 2005. Il avait mis au point une méthode pour protéger Ötzi contre les bactéries. Enfin, Konrad Spindler, l'Indiana Jones local, le premier archéologue au chevet d'Ötzi, le premier à lui donner un âge précis. Décédé à 55 ans d'une sclérose en plaques, en avril dernier. Grâce à la momie, Spindler est devenu un scientifique à la renommée internationale. Nous sommes allés à Iter, son petit village, où il repose désormais. Spindler vivait dans ce grand chalet avec son épouse Dorothée. Depuis la mort de son mari, le regard des autres a changé. Tout cela n'est que matière à sensation pour effrayer les gens. C'est un conte moderne, une légende d'aujourd'hui. Ici, les voisins sont catholiques, mais parfois, ils ont envie de se faire peur avec des histoires surnaturelles. Konrad Spindler laisse derrière lui un best-seller traduit en 11 langues. Toute sa vie, il a été hanté par la découverte d'une momie. Certains collègues de travail de mon mari ont maintenant très peur d'être touchés à leur tour. Mais je pense qu'on ne devrait pas faire peur aux gens. S'il y avait vraiment une malédiction, ils seraient morts sur le coup et non pas des années après. Ambiance X-Files. Depuis 1998, Ötzi est conservé au musée archéologique de Bolzano. Protégée par une vitre blindée, la momie repose dans une cellule à l'abri de la lumière. Température, moins 6 degrés, taux d'humidité presque 100%. Chaque mois, elle fait l'objet de soins attentifs. C'est le conservateur du musée qui s'en charge. En tant que responsable de la conservation, je suis obligé d'avoir un contact avec la momie. Chaque mois, on l'examine. Docteur, pardonnez-moi cette question, mais vous n'avez pas peur parfois d'être le prochain sur la liste? Ben oui. Si la fréquence des contacts avec Ötzi est à prendre en compte pour être victime de la malédiction, alors c'est sûr, je suis le prochain sur la liste. Une télé allemande prépare un reality show inspiré par les aventures d'Ötzi. Les candidats devront vivre comme il y a 5300 ans. Interdit aux superstitieux. Il s'appelle Michael Blanc et depuis le 26 décembre 1999, il croupit dans une prison indonésienne à Bali. Le Savoyard, dont nous avions filmé le procès en novembre 2000, reste condamné à perpétuité pour un trafic de hashish qu'il a toujours nié. Aujourd'hui, il vit dans la rage et l'obsession de l'évasion. Michael Blanc qui se dit prêt à prendre tous les risques pour quitter enfin sa cellule et les matons de Bali. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au monde libre? N'oubliez pas surtout quoi. Faites quelque chose, essayez de faire bouger les politiques. Il y a des gens qui ont les moyens de le faire. Quoi. Et s'ils ne le font pas, je m'échappe. Quitte à me prendre une balle dans la tête. Pardon? Quitte à me prendre une balle dans la tête, je préfère. Quoi. Voilà, Michael Blanc que Thierry de Mézières et Alban Turley ont pu filmer en caméra cachée. Ce sera le portrait de la semaine tout à l'heure pour ce 200e numéro de 7 à 8. Polygram Collection présente la collection Fernandel. J'estime que c'est indispensable. La moitié des terres pour tes pauvres, et l'autre moitié pour les miens. Retrouvez les plus grands films de Fernandel dans une collection exceptionnelle. C'est du joli. Oh, Marguerite. La collection Fernandel, le DVD numéro 1, Le Petit Monde de Don Camillo, plus le numéro 2, La Vache et le Prisonnier, au prix incroyable de 14,95 € chez votre marchand de journaux. Eh ben.
capsule après capsule. Nespresso, le café corps et âme. J'appelle le 118 000 et je trouve le numéro d'Antoine. Et si on sortait ce soir? Oh là, vite, je fais le 118 000 et je trouve le numéro d'un coiffeur. Oh non, c'est horrible. Oh non, non, là c'est pire. Bon, j'appelle le 118 000 et je trouve le numéro d'un autre coiffeur. Oh, c'est trop moche. Là, je trouve le numéro d'un visagiste. C'est la cata. Je fais le 118 000 et je trouve une cagoule. Salut Antoine. Maintenant, pour les renseignements, appelez le 118 000, tout simplement. Eurythmics, le best-of. Eurythmics, 19 titres, 19 tubes incontournables. Avec RFM. Crise hémorroïdaire, un médicament comprimé réservé à l'adulte, préparation à HV tonique. Imaginez un monde transparent où la DSL et le téléphone sont illimités et l'abonnement téléphonique inclus, où l'assistance téléphonique est gratuite et toujours à vos côtés. C'est le monde d'Alice, où tout est compris, même la télévision à un prix vraiment transparent. Car avec Alice, tout est clair. Renseignez-vous au 1033 ou sur aliceadsl.fr. Roberto Alagna chante Luis Mariano. Roberto Alagna chante Luis Mariano, des chansons éternelles, des mélodies de toujours. Un disque Dodge Gramophone. C'est ici le centre d'idées? Oui, c'est ici. On a besoin d'aide. Pourquoi? C'est toujours pareil, il est impossible de coordonner toutes les étapes. Oui, je comprends. Mais non, on n'est pas, on a besoin de se connecter les uns. Fermier, styliste, tisseur, acheteur, vendeur, transporteur. Ouais, vous proposez quoi? Il vous faut un portail internet intégré en temps réel. Un quoi? Pour que vous soyez tous en phase. Parfait. Et vous êtes? Le berger. Francis Cabrel, la tournée des Bodyguards. Ses plus grands succès enregistrés en concert. Francis Cabrel, en musique et en images. Bonjour. Bonjour. Je voudrais une carte, mais simplissime, hein, juste pour payer, retirer de l'argent, c'est tout. Pas de problème. Au moins, vous savez ce que vous voulez. Et puis, comme je dis toujours, ah bah là, moi, ça me va. Bon, l'autre carte à 14,90 €. La nouvelle carte avec simplement les services essentiels. Crédit Agricole. Une relation durable, ça change la vie. Chacun sa route, chacun son chemin. Quoi? Non. Faut que je raccroche, ça me coûte trop cher. J'en peux plus. Appeler avec un portable, ça coûte trop cher. Trop cher! Allez, il est temps de dire non! Mais on veut bien. Mais on fait quoi? Je sais pas, moi, Faites quelque chose. Toute révolution a besoin d'un coup de main. Télé 2 se lance dans le mobile avec des forfaits à partir de 9,85 € sans engagement de durée. Appelez Télé 2 au 0805 04 04 01. Bienvenue dans la seconde partie de 7 à 8, un 7 à 8 un peu particulier puisqu'il s'agit ce soir du 200e numéro de votre émission d'information. Alors merci de votre fidélité. Et ne manquez pas tout à l'heure l'interview d'un jeune Français dont nous vous avons souvent parlé dans ce 7 à 8, Michael Blanc, toujours emprisonné à Bali pour un trafic de drogue qu'il a toujours nié. Nous avions assisté à son procès il y a 5 ans. Aujourd'hui, il dit son désespoir d'avoir été abandonné au fond d'une geôle indonésienne. Mais avant cela, nous nous sommes intéressés à la maltraitance des enfants et à cette nouvelle alerte aux bébés secoués. Chaque année en France, 300 nourrissons arrivent dans les urgences des hôpitaux avec les mêmes symptômes. Vomissements, malaise, crise d'épilepsie ou même coma dépassé. Ces bébés souffrent d'un traumatisme crânien dû à des secousses violentes provoquées par des adultes. Ces lésions sont irréversibles et la plupart des enfants qui ne succombent pas à ces blessures internes sont handicapés à vie. C'est le cas d'Adrien, 8 ans, un petit garçon hémiplégique, presque aveugle et qui souffre de troubles du comportement. Lorsqu'il a 2 mois et demi, il est secoué violemment par son assistante maternelle. Quelques secondes qui font basculer sa vie et celle de ses parents, Séverine et Philippe. Après 10 jours de coma, Adrien est un autre bébé qui doit tout réapprendre, même téter un biberon. Aujourd'hui, il faut le stimuler en permanence. Ses parents, qui ont eu un deuxième petit garçon, n'ont jamais cessé de se battre pour parler de ce syndrome des bébés secoués. Il y a aussi le petit Nohan, 11 mois, hospitalisé il y a quelques jours à Necker, dans une unité spécialisée
spécialisé dans le traitement des bébés secoués. L'enquête n'a pas encore déterminé l'origine de la maltraitance, mais lorsqu'il arrive dans le service du professeur Dominique Régnier, Nohan souffre d'un hématome au cerveau. Il est opéré en urgence et il faudra attendre plusieurs années avant d'être sûr qu'il n'a pas de séquelles. Alerte aux bébés secoués. C'est un reportage de Maha Karat et de David Geoffrion. Necker, l'hôpital de référence pour les enfants malades. Un des services de pointe est celui des opérations du crâne et du cerveau. On appelle ça la neurochirurgie pédiatrique. C'est ici qu'il y a 9 ans, on a mis un nom sur une maladie du nourrisson jusque-là inconnue, le syndrome du bébé secoué. Chaque année, plus de 50 victimes de cette pathologie sont accueillies ici. On va prendre le bain. Nohan est arrivé il y a 15 jours. Ses parents l'avaient déposé le matin chez sa nourrice et elle les a appelés pour leur dire qu'il faisait une crise d'épilepsie. Les médecins ont décelé un hématome sur le cerveau. Dans un état critique, Nohan a été opéré le lendemain de son arrivée. On lui a installé une dérivation. C'est un tuyau qui part de son cerveau vers le nombril et permet à l'hématome de se résorber peu à peu. Regarde, on s'assoit. Tu veux? Regarde. Aujourd'hui, Nohan va beaucoup mieux, mais son père est encore sous le choc. C'était quoi le premier symptôme? Le premier symptôme, comme ça, je retrouve Nohan inanimé. Il est les bras ballants, la tête ballante, il respire à peine, et donc c'est le choc, quoi. C'est le choc. Et puis je le prends, j'essaye de lui parler, de le maintenir, je sens qu'il part. C'est cette impression qu'il part, c'est le maintenir en attendant les secours, et puis j'essaye de le ventiler. Très vite, le diagnostic tombe. Nohan a été violemment secoué. Ses parents ne comprennent pas, ils se demandent même s'ils sont à l'origine du drame. On a énormément cherché si ça pouvait être nous ou dans l'entourage, puisque bon, il y a d'autres enfants autour de Nohan, donc on essayait véritablement de retrouver des gestes qui auraient pu conduire en fait à ça. Vous avez du mal à admettre qu'il ait pu avoir une maltraitance? C'est difficile pour nous d'avoir ce vocable. C'est encore très difficile d'avoir ce vocable parce que je veux dire au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas l'admettre encore, on ne peut pas y croire. Donc pour nous, c'est pas tabou, mais c'est incompréhensible. Les médecins, eux, n'ont pas eu de doute. Des cas comme celui de Nohan, le professeur Régnier en a vu plus de 450. Les radios du bébé confirment son diagnostic. Elles révèlent un hématome très important, typique des bébés secoués. Voilà, elles sont particulièrement explicites. Vous voyez ce scanner qui a été fait au moment où Nohan est rentré dans notre service. Et ce qu'on voit, qui est très très explicite, c'est que entre son cerveau ici, et son crâne, qui est tout blanc ici, on a un grand espace qu'on voit ici, qui ne devrait pas exister. Le cerveau devrait être partout, comme il est là, c'est-à-dire tout contre la boîte crânienne. Et là, il y a tout cet espace, et cet espace-là, c'est là où s'est mis le sang, quand il est entré. Le syndrome du bébé secoué, c'est un bébé qui est malheureux, qui pleure, il pleure, et on n'arrive pas à le consoler. Et l'adulte qui s'occupe de lui à ce moment-là, comme on dit, pète un câble. Il perd le contrôle. Il est fatigué, il en a assez, il prend le bébé et il le secoue avec violence. Il le prend par les épaules, par exemple, ou par le thorax, et il le secoue avec violence. Et le cerveau, et le drame est là, le cerveau bouge à l'intérieur de la boîte crânienne, les veines se déchirent, ça saigne, et à ce moment-là, le drame est arrivé. Ce drame, Adrien l'a vécu il y a 8 ans. Il était gardé par sa nourrice quand il a eu un malaise. L'enquête n'a pas permis d'établir exactement ce qui s'est passé. On sait juste qu'il a été violemment secoué. Adrien est resté 10 jours dans le coma. Aujourd'hui, il est hémiplégique, paralysé du côté droit. Il est aussi pratiquement aveugle. Secoué à l'âge de 2 mois et demi, Adrien était particulièrement vulnérable.
Souvent on dit plus c'est jeune et plus il a des chances de récupérer. On s'est aperçu que maintenant c'est faux. Parce qu'un bébé, il y a tout un potentiel à développer. Et s'il y a des lésions au cerveau, eh ben, tout ce potentiel ne peut pas se développer correctement. Le pronostic des médecins était très pessimiste. Les parents d'Adrien le stimulent sans cesse pour essayer de développer au maximum son potentiel. Mais pour la vue, ils n'ont rien pu faire. Viens me toucher, vas-y. Vas-y tout seul. Allez. Il n'y a pas d'obstacle, tu peux y aller. C'est juste de la terre. Allez. Allez. Tu vois un petit peu, tu vois des couleurs, qu'est-ce que tu vois? Oui, du blanc, du jaune, du vert, du blanc et du rouge. Voilà. Il a vraiment un œil qui ne voit pas du tout. Et l'œil droit qui voit un petit peu, mais il doit positionner son œil près du nez. Et là, il a une toute petite fenêtre de vision. Je pense que c'est la plus grosse séquelle, que c'est celle qui le handicape le plus. Retour à Necker. Nohan a rendez-vous chez l'ophtalmo. Son dernier examen était mauvais. Il avait de nombreuses lésions aux yeux. Ses parents veulent savoir s'il y a des risques de séquelles lourdes pour sa vision. Alors, très bien. Il a quel âge? 11 mois. 11 mois. Est-ce qu'il a d'autres problèmes de santé en dehors de ça? Non. Il n'y a aucun autre antécédent médical particulier? Non. Il est né à terme? Oui. Il faut que les hémorragies se résorbent naturellement pour que le développement visuel se fasse correctement. Donc là, on va voir si ça s'est résorbé ou pas. Eh bien, regarde-moi. Alors. Allez. Ça y est, c'est bientôt fini. Alors. Il faudra qu'on le revoie de toute façon pour bien vérifier que son développement visuel se fasse bien. Continue à être bien, mais là c'est bien. Ben là je pense dans un petit mois, on va le revoir. Dans les affaires de bébés secoués, il est rare qu'une personne se dénonce et reconnaisse avoir malmené l'enfant. Pourtant, les médecins ont besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé pour protéger le bébé à l'avenir. Bon, amenez mes antidépresseurs. Chaque semaine, le même rituel. Le professeur Renier réunit son équipe. Aujourd'hui, il discute du cas de Nicolas, un bébé. Chaque intervenant donne son avis pour savoir s'il faut ou non faire un signalement judiciaire. Il est né au mois de juin, il est tout petit, hein, Nicolas. Il a donc 4 mois, même pas, il a 3 mois et demi quand il est hospitalisé dans le service. À la suite d'un malaise, le médecin du SAMU 92 décrit un malaise grave au domicile avec des crises hypertoniques, suivi d'une hypotonie et d'un changement de couleur permettant d'évoquer une crise convulsive. Quelqu'un a parlé d'un traumatisme crânien, je l'ai mis entre guillemets parce que c'est pas sûr du tout. Et ce traumatisme crânien, c'était la sœur, dont je ne me souviens plus l'âge, qui était tombée sur lui alors qu'elle avait une boîte en bois. La sœur, elle a 18 mois. Voilà. Le crânien, évidemment, ça n'a aucun rapport, c'est un récit... C'est la psychologue qui commence. Voilà. Une grossesse éprouvante, une mère qui a trouvé peu d'appui auprès de son... qui dit avoir trouvé peu d'appui et avoir été peu soutenue durant sa grossesse. Un couple assez isolé. Un couple un peu isolé. Il n'y a pas de grands-parents proches? Des peu présents. Des parents, voilà, des grands-parents peu présents. C'est un bébé qui allait très bien à la naissance, qui faisait... Puis c'est au tour de la pédiatre. Ce que je note surtout dans le carnet de santé, c'est qu'il y a eu... Cet enfant est suivi en PMI très régulièrement. Et beaucoup de consultations pour pleurs. On dit beaucoup que cet enfant pleurait, qu'il était... bon. Le père explique très clairement des relations difficiles avec son fils, il parle d'un bébé coléreux et d'une relation qui n'arrive pas à s'installer. Il reconnaît d'ailleurs l'avoir secoué suite au malaise que le bébé a pu faire avant d'appeler les secours. Dans le cas dont vous parlez, il y a soupçon de maltraitance. Voilà. Oui, là, la décision de signalement était relativement facile à prendre. Il y avait plusieurs éléments. Il y avait plusieurs éléments et où là, on était dans le cadre
de quelque chose qui ressemble à une vraie maltraitance et non pas seulement des secousses. C'est plus que des secousses, c'est-à-dire qu'il y a un bébé secoué, plus des hématomes, et le père quand même qui vous a beaucoup parlé de sa difficulté vis-à-vis des pleurs et vis-à-vis de cet enfant. Donc il faut aider ses parents, ils ont l'air demandeurs. Que vous n'avez pas l'impression de sortir de votre rôle médical? Notre mission première, c'est quand même de protéger l'enfant et que ça ne se répète pas. Donc on est complètement dans le soin. Et on n'est pas dans le jugement. On ne se pose pas la question de savoir qui a fait quoi. On constate et on observe une situation familiale pour savoir si elle est en mesure de protéger l'enfant, de sorte que ça ne se renouvelle pas. Pour Nicolas, le signalement judiciaire est assorti d'une demande de suivi psychologique et d'aide éducative. Les parents d'Adrien, eux aussi, ont connu le signalement judiciaire. Ils gardent un mauvais souvenir de cette période d'enquête et de suspicion. Tout de suite, on nous a dit qu'un signalement serait fait au niveau de la justice. Et effectivement, le signalement a été fait, puis après, il y a une procédure judiciaire qui s'est mise en marche. Non seulement il faut accepter cette idée, c'est déjà pas évident, mais déjà, et puis qu'on puisse être aussi, soupçonné. Et puis en plus, concrètement, ça voulait dire que quand il a été à Saint-Maurice, donc au centre de rééducation, dans un premier temps, on ne voulait pas nous le redonner. On ne voulait pas nous le reconfier parce qu'il voulait être absolument sûr que de notre côté, on soit complètement clair, quoi. Et ça, c'est terrible, quoi, parce que on est déjà, ça fait remonter des émotions là. C'est tellement dur. C'est vrai qu'il a fallu batailler un petit peu pour le faire sortir du centre de rééducation. Et c'est vrai qu'on nous a aussi balancé qu'on pourrait être mis en garde à vue, que l'enfant pourrait être placé en attendant la suite de l'enquête. Donc c'est vrai, quand on vous dit ça, alors que vous êtes déjà en état de choc avec un bébé qui réagit plus, qui est tout mou, et en plus on vous dit ça, c'est vrai que c'était très dur au départ. On s'est dit mais c'est pas possible, que c'est vraiment un cauchemar. Là, il a 2 mois, c'est juste 1 ou 2 semaines avant son accident. Et là, donc c'est après, donc c'est après son accident, donc on voit bien que le système visuel a été touché là. Ce qui est aussi de difficile, c'est qu'il y a un bébé avant et qu'il y a un bébé après, et qu'il n'est plus le même. Et c'est vrai que si aujourd'hui on peut en parler aussi, comme ça, c'est qu'on a fait aussi un énorme travail. Certains appelleront ça un travail de deuil. Moi, j'appellerais plutôt ça un travail de renoncement par rapport au bébé qu'on avait, au bébé qu'on aurait pu avoir, et au bébé qu'on a eu ensuite avec toutes ces séquelles, et à l'avenir qui va être le sien, mais qu'on espère aussi un bel avenir. Pour Nohan aussi, un signalement judiciaire a été fait. Une enquête est ouverte, mais l'équipe médicale le trouve en bonne santé et en sécurité auprès de ses parents. Il peut rentrer chez lui. Dernière visite du chirurgien qui l'a opéré. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Nohan. Bon, c'est le grand départ. Eh bien oui, on se sauve. On se sauve. Donc on se reverra dans 2 mois avec un scanner qui permettra d'apprécier l'évolution de l'épanchement pour savoir quand retirer sa dérivation. Et je vous ai dit, en moyenne, on la retire au bout de 4 à 6 mois. On reste encore très près du traumatisme, nous ne sommes qu'à 15 jours, mais à 15 jours, ce petit garçon est au mieux de ce qu'on peut voir au décours de cette pathologie aiguë. Et à quelle date vous pourrez savoir si oui ou non il y aura des séquelles? Est-ce qu'il y a une durée avant de... On suit les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans. Pour bien connaître leur devenir et s'assurer, dépister les difficultés scolaires éventuelles. Mais dans le cas de Nohan, je pense qu'on le saura beaucoup plus tôt et dans 6 mois déjà, lorsque la dérivation sera retirée et éventuellement, on l'espère, le traitement antiépileptique interrompu, on aura déjà une idée des acquisitions qu'il aura faites dans les 6 mois à venir et une idée assez fiable de son devenir. Pour Nohan, la phase critique est passée. Reste à espérer qu'il ait le moins de séquelles possible. Et une campagne d'information sur les dangers des bébés secoués a été lancée par le ministère de la Santé avec ce slogan « Secouer peut tuer ». Et ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes, 10% des bébés secoués décèdent, près de 50% sont handicapés à vie. Maintenant, comme promis pour ce 200e numéro de 7 à 8, nous allons relayer un appel au secours, celui de Michael Blanc, ce Français de 32 ans qui s'apprête à passer son 7e réveillon en détention en Indonésie, arrêté le 26 décembre 1999 pour un trafic de hashish
qu'il a toujours nié. Le Savoyard est aujourd'hui le détenu le plus ancien de la prison de Bali. Des meurtriers, dealers de cocaïne, caïds de la mafia locale ont été libérés alors qu'ils avaient commis les crimes les plus graves. Nous avions filmé le procès de Michael Blanc et sa condamnation à perpétuité il y a tout juste 5 ans. Aujourd'hui, il dit sa haine et sa rage, sa haine des gardiens et de la corruption qui gangrène une prison tenue par des mafieux, mais aussi sa rage qui l'a poussé à se battre contre l'un de ses geôliers. Aujourd'hui, il réclame le soutien des autorités françaises pour être extradé et finir de purger sa peine en France. Pour l'interroger dans sa prison, Thierry de Mézières et Alban Turlet se sont fait passer pour des membres de sa famille et l'ont filmé en caméra cachée. Michael Blanc, le Français oublié de Bali, c'est le portrait de la semaine. C'était le 16 à vie. On lui reproche la détention de 3,8 kg de hashish. Ses parents qui sont dans la salle et qui ne parlent pas indien. Presque 6 ans plus tard, Michael Blanc croupit toujours dans les geôles de la prison de Kérobokan, tenue aujourd'hui. On vous retrouve, ça fait 6 ans 6 ans, 26 décembre. Ça veut dire quoi 6 ans dans cette prison? On compte les jours, les mois, les années? Je compte plus, quoi. J'ai pas de calendrier, quoi. Les gens qui partagent ma cellule, je leur dis de pas mettre de calendrier. Lorsqu'on vous avait interviewé il y a 5 ans de ça, vous avez dit que si ça ne marchait pas, vous alliez penser à l'évasion. Vous y pensez, j'imagine, tous les jours? Je pense tous les jours et j'y pense de plus en plus, quoi. Je vais pas rester ici et sortir avec ma canne, avec la barbe blanche et finir ma vie ici, quoi. Il faut bien que si je tente rien, si le gouvernement ne peut rien faire pour moi, il faut que je tente quelque chose pour moi. Il nous arrive de péter le plomb? Non, on peut pas. On peut pas, quoi. La dernière fois ici, j'ai fait une fois, quoi. J'ai pété les plombs une fois, c'est parce que j'avais eu 2 petits verres de whisky. Et j'ai sauté sur un garde et je l'ai tapé et je me suis retrouvé dans le mitard. Combien de temps? Une semaine, parce qu'on a payé, quoi. C'est quoi le mitard ici? C'est 1 mètre sur 2, quoi, avec les toilettes compris, quoi. Donc on dort avec les pieds dans les toilettes. C'est les cafards partout, les moustiques. C'est un peu de tout, quoi. C'est vraiment, c'est bien crâne. Racontez-nous jusqu'où ça peut aller. Jusqu'au tabassage, les gardes qui tapent les prisonniers jusqu'à ce qu'il y en ait d'ailleurs un qui est mort de ça, quoi. Vous dormez la nuit? Je dors parce que je prends des Xanax. Ça me relaxe. Vous avez beaucoup maigri? On m'a dit ça souvent. C'est quoi la nourriture ici? 5 tranches de pain, une banane, un petit morceau de papaye et un demi-bol de légumes pour la journée, quoi. Et la même chose tous les jours? La même chose tous les jours. Vous continuez à clamer votre innocence? Sans elle, vous ne tiendrez pas? Je pense que sans elle, je pèterais déjà les plombs. Et en l'équipant d'un micro, nous sommes retournés à la prison le lendemain. Sous la surveillance d'une nouvelle équipe, nous avons pu obtenir une pièce en prétextant un petit film pour la grand-mère de Michael. Conditions compliquées d'interview, il y a le garde derrière, c'est un peu rapide pour... C'est votre maman qu'elle son, hein, c'est donc parler très près d'elle. Ouais. 6 ans de tôle, ça veut dire quoi? Vous avez l'impression qu'on vous a oublié? Ouais, quand même. Beaucoup, carrément, quoi. Niveau gouvernement, à mon avis, on va bien m'oublier, quoi. J'ai pas de news, on vient me dire des choses et ça loupe, etc. Et c'est pas... On s'est rencontrés hier, nous avez dit hier que vous rêviez de l'évasion. Ouais. J'ai vu les murs. Ils sont pas très hauts, mais c'est assez dur, quoi. Il y a un Américain qui a essayé de s'échapper et il s'est fait attraper par le village et il s'est fait lyncher, mais à mort, quoi. À mort. Il était par terre, inconscient, et il continuait à le tabasser. Mais ça veut dire quoi dans sa tête de se sentir condamné à vie? Est-ce que... Ça veut dire la mort, non? Pour moi, c'est la mort. Donc, Et vous, Hélène, vous tenez le coup? Je tiens le coup, mais c'est difficile parce que je vois Michael se débattre dans toute cette misère et toute cette souffrance et je ne sais pas quoi faire. Je suis assez impuissante à tout ça. Je fais de mon mieux, mais je me rends compte qu'il me manque le pouvoir, il me manque l'argent, il me manque beaucoup de choses.
qui ouvre les portes. On se souvient de votre tête, Michael, le jour où vous avez appris votre condamnation. Vous aviez une tête d'enfant. Vous aviez une tête d'enfant et aujourd'hui, votre tête dit en gros c'est 6 années de prison. Je pense que j'ai quand même beaucoup grandi, plus mature et je réalise beaucoup plus qu'avant ce qui m'arrive. Ça me rend fou. On sent une sorte de frayeur dans votre regard, comme si vous aviez des choses qu'on ne peut même pas raconter. Ben, je pense pas qu'il y ait de mots trop. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce que j'ai ce qui est en moi. J'ai une haine. J'ai envie de vivre, j'ai envie de faire tout ce que les gens font, tous les ennuis qu'ils ont, tous les petits trucs de la voiture qui démarre pas le matin, la scène de ménage, j'attends que ça, quoi. Hélène ? Moi j'ai envie de dire, ne l'oubliez pas, laissez-le vivre, parce que s'acharner comme ça sur une personne et le laisser pourrir en prison, la prison pour moi c'est une machine à...